Monsieur le Président, chère Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers invités. Avant de vous exposer le projet d'avis sur la coproduction à l'heure du numérique, permettez-moi en premier lieu de remercier très chaleureusement l'équipe administrative pour son implication et sa disponibilité et l'ensemble des auditionnés pour leur contribution. Merci également à notre présidente, Delphine Lalu, pour son soutien, ainsi qu'à tous les membres de la section des activités économiques pour la qualité de nos échanges et plus encore pour le remarquable état d'esprit dans lequel ils se sont déroulés. Aucun sujet n'a été écarté au cours de nos débats, a fortiori ceux qui pouvaient ou qui auraient pu soulever controverse. J'aimerais pour commencer prendre le temps de vous présenter ce qu'est la coproduction. La coproduction est une notion difficile à appréhender. Mal identifiée, tant par les pouvoirs publics que par le grand public, même si certains journaux lui ont donné un écho ces dernières semaines. Pas ou peu mesurée, souvent désincarnée, elle est utilisée en sociologie et en marketing pour qualifier les différentes formes de participation du consommateur dans le processus de production des biens et services qu'il consomme. Par analogie, je dirais que la coproduction, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain. Tout le monde en fait sans vraiment en avoir conscience. C'est pourtant une réalité quotidienne pour des millions de consommateurs dont les effets dépassent le cadre de la consommation. Emploi, croissance, liberté, concurrence, régulation, fiscalité, protection sociale, citoyenneté, environnement, droit. La coproduction polarise tous les risques et toutes les opportunités qu'engendre la révolution numérique, même si, bien sûr, elle ne la résume pas. Le constat dressé dans le rapport élaboré à titre de support pour le présent avis montre que la coproduction prend des formes très diverses. On peut citer les formes d'autoproduction dirigée qui consistent à reporter sur le consommateur un certain nombre de tâches simples. Dans ce cadre, le consommateur est mobilisé comme un employé partiel de l'organisation. Par exemple, dans les secteurs de la distribution, encaisser soi-même ses achats, dans celui des transports, réserver, imprimer, échanger ses billets chez soi ou en gare auprès de l'automate, ou encore de la banque, par exemple, gérer l'ensemble de ses opérations bancaires sans l'intervention d'un employé, mais aussi dans les services publics, par exemple, faire l'ensemble de ses démarches administratives en ligne auprès des services fiscaux ou sociaux, par exemple. On peut également citer les dispositifs de co-création ou de marketing participatif dans lesquels le consommateur se voit déléguer des tâches plus complexes. Appréhendé ici comme un partenaire de marché, il est associé à la définition du produit ou du service, à sa conception, à sa commercialisation, à la réalisation de contenu ou encore au service après-vente. Cela peut prendre la forme de boîtes à idées, de tests utilisateurs, de concours ou d'appels à projets sollicitant la créativité et le savoir-faire du consommateur, de forums d'entraide utilisateurs ou encore d'organisation d'événements. Il y a enfin les formes de coproduction à l'initiative du consommateur, notamment pour des motifs économiques ou éthiques, à l'image des coopératives de consommateurs ou encore de projets communautaires tels que Wikipédia, le logiciel libre, le mouvement des makers. La coproduction concerne aujourd'hui tous les consommateurs. Les chiffres dont nous disposons sur certains secteurs sont éclairants. 50% d'entre eux recourent régulièrement à la consommation collaborative. 88% des clients de supermarchés ont déjà utilisé une caisse automatique. Et 70% de ceux de la banque sont amenés à utiliser régulièrement les outils en ligne. À titre d'exemple, en 2010, 52% des Français fréquentaient leur agence bancaire plusieurs fois par mois. En 2014, il n'était plus que 18%. Ce développement de la coproduction n'aurait pas été possible sans les outils numériques qui ont permis un accès démultiplié à un très grand nombre de services, suscité de nouveaux modes de consommation et de nouveaux modèles d'affaires. Leurs usages brouillent la frontière entre consommation, travail et production, comme en témoigne l'apparition de nouvelles expressions telles que consommateur, prosommateur
ou prenaient à rien. Le consommateur peut ainsi se retrouver tour à tour financeur à travers le crowdfunding, offreur de biens, eBay, collaborateur amateur, banque et assurance en ligne, prestataire de services, Blablacar, Airbnb, Uber, ou producteur d'informations de contenu, Facebook par exemple. Si les outils numériques ont permis un développement sans précédent des 3 formes de coproduction décrites, le développement de leur usage et l'arrivée des objets connectés a fait apparaître une nouvelle forme de coproduction à partir de la donnée qui constitue une véritable rupture. Une étude menée par le Boston Consulting Group en 2011 a évalué la valeur marchande des données collectées auprès des consommateurs européens à 315 milliards d'euros. Le même BCG estime que d'ici 2020, le marché européen des données personnelles représentera une valeur économique de 1 000 milliards d'euros. Ces données, captées bien souvent hors du consentement réel du consommateur, offrent une nouvelle source de valorisation. Elles permettent d'analyser son profil, ses habitudes, ses goûts et même sa disposition à payer, et peuvent être vendues à des tiers, par exemple pour des publicités ciblées. Les acteurs de premier plan de l'économie numérique, principalement étrangers, tirent leur position dominante de leur capacité à profiter de cette nouvelle forme de coproduction des consommateurs. Le numérique, ne connaissant pas de frontières, c'est ici l'enjeu de la localisation de la création de valeur, avec des implications tant en matière fiscale que sur nos systèmes de redistribution et de solidarité qui est soulevé. Une société comme Facebook revendique ainsi 28 millions d'utilisateurs actifs en France, mais n'a payé en 2014 que 320 000 € au titre de l'impôt sur les sociétés. Le développement de la coproduction résulte aussi des aspirations des consommateurs au regard des possibilités qu'elle offre. Les études menées auprès d'eux mettent en avant des motivations diverses. Économie, autonomie, praticité, gain de temps, reconnaissance, personnalisation. Certaines formes de coproduction répondent par ailleurs à des attentes du corps social et à la volonté d'une consommation plus éthique et mieux maîtrisée, qui donne du sens à l'acte de consommation au-delà de la satisfaction du besoin. Mais la coproduction soulève également de nouveaux enjeux pour le consommateur, notamment la question du partage de la valeur générée par cette coproduction, la question de l'accessibilité aux services numériques. On estime que 5 millions de Français sont concernés par la précarité numérique, ou encore celle des risques qu'elle induit en termes de protection des consommateurs, d'utilisation de leurs données personnelles et d'atteinte à leur vie privée. Parce que le consommateur est aussi un citoyen, un travailleur, un entrepreneur et bien sûr un contribuable, le développement de la coproduction a des effets qui dépassent la sphère de la consommation. Tel est le cas notamment en matière d'emploi. S'il est difficile de distinguer les effets de la coproduction des autres mutations en cours, celles-ci suscitent des inquiétudes, car la prise en charge par le consommateur ou l'usager d'un nombre croissant de tâches se traduit par un déport de fonctions depuis les salariés vers le consommateur ou usager bien souvent lui-même salarié. Si les estimations entre destruction et création d'emplois liées à la digitalisation de l'économie et aux nouveaux modes de consommation font l'objet de nombreux débats, la coproduction pouvant aussi stimuler la création d'emplois à haute et très haute qualification dans le domaine du numérique, voire favoriser l'émergence de nouvelles activités, il ne fait guère de doute que notre tissu d'emploi connaîtra des bouleversements dans les prochaines années. Il en va de même pour notre tissu économique. Si notre pays dispose d'atouts pour réussir sa transition numérique, à commencer par le dynamisme de ses start-up et le développement de l'économie collaborative, l'essor de la coproduction et le poids croissant pris par les consommateurs dans la chaîne de valeur entraînent d'importantes mutations. Ainsi, la coproduction peut favoriser de nouvelles formes d'intermédiation et le développement d'une filière numérique dynamique. Mais elle introduit également des distorsions de concurrence, notamment au bénéfice des entreprises de l'économie des plateformes, en raison notamment d'un différentiel d'obligations réglementaires, sociales et fiscales, mais aussi au profit de grands acteurs économiques, principalement américains.
Sur le plan environnemental, là encore, les effets de la coproduction sont ambivalents. L'économie collaborative promeut des modes de consommation davantage axés sur l'usage que sur la possession, mais dont le bilan environnemental dépend des pratiques des consommateurs et doit prendre en compte l'empreinte des technologies utilisées. Différencier ce qui est de l'ordre de la consommation et donc de l'usage d'un produit ou d'un service, de la participation du consommateur à la réalisation de l'offre et à la création de valeur, est donc nécessaire pour cerner les enjeux de la coproduction. Jusqu'à aujourd'hui, les mécanismes de partage de la valeur dans les économies développées étaient fondés sur une transformation des gains de productivité en pouvoir d'achat et en emploi. La vague de transformation numérique en cours et le développement de la coproduction affectent ce mécanisme avec des effets déstabilisateurs sur notre modèle économique et social. En la matière, les avantages et les inconvénients de la coproduction ne s'annulent pas. La révolution que nous vivons est profonde, rapide et trop structurante pour que nous puissions nous permettre de confondre opportunité et opportunisme. Face à cette situation, il nous faut refuser l'antienne du « il est déjà trop tard », mais aussi refuser de nous voiler la face en attendant de voir venir. Les enjeux de la coproduction soulèvent des questions fondamentales. Comment adapter nos régulations aux nouveaux modes de consommation tout en favorisant le potentiel de croissance que représente l'économie numérique pour notre pays? Comment accompagner les transitions en cours tout en préservant les mécanismes de solidarité qui fondent notre pacte social? En résumé, quelle société voulons-nous? Dans un contexte incertain et évolutif, nul doute que ces questions devront être reposées régulièrement. Néanmoins, le projet d'avis qui vous est soumis constitue un premier point d'appui pour y répondre. Je ne présenterai ici, pour chaque axe, que les propositions les plus importantes. Le premier axe vise à reconnaître, encadrer et sécuriser la contribution des consommateurs. L'apport du consommateur à notre économie doit être mieux reconnu. Il convient donc de réaliser une évaluation de la coproduction et de pérenniser cette mesure par l'intégration d'un indicateur dans notre statistique nationale. Cette évaluation peut s'appuyer sur le modèle de celle menée en 2010 par l'INSEE sur le travail domestique. Se pose ensuite la question de la valeur générée par la coproduction et de sa redistribution. Nous avons estimé que cette question devait être abordée au niveau collectif via la fiscalité. Nous l'avons dit, les entreprises de l'économie numérique basées à l'étranger génèrent des revenus à partir du territoire français en valorisant les données des consommateurs français, tout en s'exonérant en grande partie, de l'effort fiscal collectif. En la matière, nous considérons que le principe de l'équité fiscale doit redevenir la règle, et ce, indépendamment du vecteur de création de richesse. Nous affirmons dans ce projet d'avis que les niveaux international, notamment le cadre de l'OCDE, et européen, bien sûr, sont les plus pertinents pour résoudre cette problématique. Néanmoins, le projet d'avis préconise que si les initiatives en cours à ces niveaux n'avançaient pas assez vite, il conviendrait de lancer rapidement une étude d'impact afin d'expertiser les pistes en débat pour mieux prendre en compte la valeur des données des consommateurs dans notre fiscalité. Adapter nos régulations passe également par une meilleure prise en compte dans notre droit des nouveaux enjeux et des nouveaux acteurs de la coproduction. Le projet d'avis préconise notamment la création au niveau européen d'un statut juridique de la plateforme mieux adapté que le statut actuel de l'hébergeur qui, vous le savez, bénéficie d'une responsabilité limitée. En outre, la loi pour une République numérique prévoit par exemple que les plateformes doivent donner une information loyale aux consommateurs. Pour donner corps à ce principe de loyauté, nous proposons de créer un espace de signalement en ligne des pratiques contraires à ce principe. Par ailleurs, notre droit des données personnelles est mal adapté aux nouveaux enjeux que pose l'abondance des données dans l'univers numérique. C'est pourquoi nous proposons de reconnaître en droit le principe d'autodétermination informationnelle suggéré par le Conseil d'État
et qui consiste à garantir à chaque individu le contrôle sur ses données. Cela passe aussi par une meilleure information des consommateurs. Nous préconisons notamment la mise en place d'un comparateur public des conditions générales d'utilisation et des politiques d'utilisation des données personnelles par les plateformes numériques. Le deuxième axe de notre travail vise à encourager une coproduction favorable à la croissance et à l'emploi. Il s'agit là de l'accompagnement des acteurs économiques dans leur transition. À cet égard, il nous semble essentiel que les pouvoirs publics garantissent une concurrence loyale entre les acteurs. Afin d'éviter toute forme de distorsion, le projet d'avis recommande que les acteurs de l'économie numérique soient soumis aux mêmes règles que leurs homologues non dématérialisés. De même, dans les nouvelles formes d'activité, ils doivent bénéficier des mêmes droits et protections que celles reconnues aux professionnels et aux salariés. En matière d'emploi, le volontarisme nous apparaît indispensable. La protection de notre potentiel d'emploi suppose que la politique de formation des salariés soit adaptée et qu'elle leur permette réellement d'acquérir les compétences et les qualifications nécessaires. Face aux enjeux de la transition numérique, il convient de mobiliser les branches professionnelles afin d'anticiper et d'accompagner la transformation des métiers et des emplois. Le projet d'avis préconise de réaliser des études prospectives sur l'évolution des métiers et des qualifications, de définir en conséquence les actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prioritaires et d'engager rapidement les programmes de formation correspondants. Nous suggérons également que les dispositifs publics d'aide et de soutien aux entreprises soient mis à profit pour accompagner leur développement économique et numérique dans un sens favorable à l'emploi de qualité. Le troisième axe vise à privilégier une coproduction respectueuse de l'intérêt collectif. Une coproduction respectueuse de l'intérêt collectif suppose que l'ensemble des citoyens soient en mesure d'y participer et de lutter activement contre la précarité numérique. Plusieurs actions sont entreprises en ce sens, notamment dans le cadre des espaces publics numériques et de l'initiative Grande École du numérique. Nous demandons que ces initiatives soient élargies à l'ensemble des publics concernés et qu'elles bénéficient des moyens humains et financiers nécessaires. Par ailleurs, le Défenseur des droits a récemment rappelé l'enjeu de l'accessibilité des services publics, alors que certaines démarches ne sont désormais accessibles qu'en ligne. Si l'accès aux services de l'État, via des plateformes dédiées, n'est pas remis en cause, bien évidemment, le maintien du choix des canaux d'accès est l'une des conditions de l'égalité de traitement des citoyens. Aussi, nous préconisons de soumettre les services publics à un principe d'accessibilité garantissant aux usagers un accès physique de proximité. Nous proposons également que la médiation numérique relève des missions des services publics locaux. Concernant le bénéfice environnemental de la coproduction, l'information publique doit être améliorée. C'est pourquoi le projet d'avis préconise d'intégrer dans les documents d'analyse de cycle de vie des produits et services l'impact de la coproduction. L'avis appelle également à mieux valoriser, au niveau local, l'apport des plateformes collaboratives dans les différents schémas des collectivités territoriales lorsque leur action s'inscrit dans un objectif d'intérêt général, par exemple en matière d'environnement ou encore d'économie locale. Enfin, il convient de favoriser les formes de coproduction qui associent le consommateur et le citoyen. Une première piste est de développer le service public de la donnée, dont l'existence a été consacrée par la loi pour une République numérique. Sur la base des expériences existantes, notamment celles menées par la Fondation Internet Nouvelle Génération, ce service public pourrait être étendu à d'autres données, tout en garantissant aux citoyens le contrôle des données qui les concernent. Un autre levier est de favoriser les modes de gouvernance des plateformes qui accordent une place à l'ensemble des parties prenantes, en particulier les utilisateurs. Ceci passe notamment par la promotion auprès des jeunes entrepreneurs du coopérativisme de plateforme,
à savoir l'application des principes coopératifs à l'économie numérique. Pour conclure, je veux préciser que ce projet d'avis n'a pas vocation à embrasser l'ensemble de la thématique du numérique. Il n'a pas non plus l'ambition d'épuiser le sujet, dont les implications, vous l'avez vu, sont très larges. Il a fait le choix d'en éclairer une facette et de l'aborder sous un angle bien particulier, peu usité d'ailleurs, celui du consommateur, mais qui à lui seul révèle déjà l'ampleur de la transition dans laquelle notre société est engagée. Il pose l'exigence d'articuler le progrès social et la protection des consommateurs avec le progrès technique et l'évolution de notre société. Il réaffirme également le rôle essentiel des pouvoirs publics pour mettre en œuvre les régulations nécessaires afin de préserver notre cohésion sociale, les droits des consommateurs et la compétitivité des entreprises, tout en soutenant le potentiel de croissance que représente l'économie numérique pour notre pays. Cet avis fait le pari qu'une telle conciliation est possible. Elle nous paraît même indispensable. Merci de votre écoute.